David Ben-Gourion disait d'elle que c'était le seul homme de son gouvernement. Devenue Premier ministre, elle fut la grand-mère d'Israël, celle qui prenait des décisions cruciales pour le pays dans sa propre cuisine, mais aussi celle dont la brillante carrière politique s'est conclue sur l'une des pages les plus sombres de l'histoire d'Israël, la guerre de Kippour. Vous la connaissez certainement, pourtant revenons sur l'histoire de celle que les Israéliens appelaient affectueusement Golda. Nous sommes au second jour de la guerre de Kippour, le 7 octobre 1973. Golda Meir est Premier ministre. Elle est encore sous le choc de l'attaque surprise des armées égyptiennes et syriennes, une attaque que les services de renseignement militaires israéliens n'avaient pas prévue. Moshe Dayan, ministre de la Défense, lui dresse un tableau apocalyptique. Les forces égyptiennes progressent dans le Sinaï au sud, l'armée syrienne menace Tibériade dans le nord. Dayan est pessimiste. Il évoque même la fin de l'État d'Israël. L'espace d'un instant, Golda Meir se laisse entraîner dans ce pessimisme. Plus tard, elle révélera même que ce jour-là, elle a failli se suicider. Mais elle va vite se ressaisir. À coups de dizaines de cigarettes et d'un nombre incalculable de tasses de café, elle va lutter contre le désespoir et faire montre d'un exceptionnel sang-froid. Elle va rassurer la population tout en prenant les décisions stratégiques qui permettront à la guerre de Kippour de se terminer à l'avantage d'Israël. Il faut dire que pour Golda Meir, combattre est presque une seconde nature. Golda Mabovitch naît à Kiev le 3 mai 1898. Son père, modeste menuisier, ne parvient pas à trouver un emploi fixe pour nourrir sa femme et ses 3 filles. Au désespoir, il part seul tenter sa chance aux États-Unis. Nous sommes en 1900. La séparation va durer 3 ans. En 1903, la famille Mabovitch se réunit aux États-Unis et s'installe dans le Wisconsin. À 15 ans, Golda se rebelle et quitte ses parents pour s'installer chez sa sœur Sheina, qui vit alors à Denver. C'est là qu'elle va fréquenter un groupe de jeunes juifs socialistes, parmi lesquels un certain Maurice Meyerson, qui deviendra son mari. Golda devient représentante du Wisconsin au Congrès juif américain et multiplie les déplacements à travers le pays. À l'occasion d'une visite de David Ben-Gourion, le couple prend la décision de monter en Israël. En 1921, il embarque à bord du Pocahontas, un vieux rafio qui va mettre 44 jours pour rejoindre la terre promise. Les premières années sont naturellement difficiles, égayées seulement par la naissance de leurs 2 enfants, Menachem et Sarah. Le grand tournant dans la vie de Golda Meyerson se produit en 1928. Elle est nommée secrétaire générale des ouvrières au sein de la Histadrut, la puissante centrale syndicale. C'est là que ses talents d'oratrice vont se révéler. Golda devient une figure importante de la vie politique du Yishuv, le foyer national juif. Elle parcourt le pays pour veiller à la défense du statut des femmes. Mais ces déplacements vont avoir raison de son couple. En 1943, Maurice et Golda se séparent. Les enfants seront élevés par des proches, ce qui entretiendra chez Golda un profond sentiment de culpabilité durant toute sa vie. En 1946, les autorités britanniques entreprennent des opérations de répression massive contre les groupes armés sionistes. Lors du fameux Shabbat noir, les principaux leaders du Yishuv sont arrêtés par les Britanniques. Mais Golda, elle, est épargnée. Elle remplace Moshe Charet au poste très influent de directeur du département politique de l'agence juive. C'est à cette fonction que Golda Meir se révèle dans toute sa dimension de femme d'État. Par 2 fois, en 1947 et 1948, Golda va rencontrer secrètement le roi Abdallah de Jordanie. La première rencontre se déroulera le 17 novembre 1947, 12 jours avant le vote du plan de partage de la Palestine. Abdallah s'y montre très chaleureux et Golda lui confie que l'État à venir verrait d'un très bon œil qu'il prenne, après le partage de la Palestine, le contrôle des localités arabes du pays. Mais lors de la seconde rencontre, plus tendue, le 12 mai 1948, le roi fait comprendre à Golda, venue déguisée alors en femme arabe, qu'il a déjà signé un pacte avec les autres pays frontaliers en vue d'attaquer le jeune État d'Israël. Le vendredi 14 mai 1948, jour de l'indépendance, Golda Meyerson compte parmi les signataires de la déclaration lue par David Ben-Gourion au musée de Tel Aviv. Au lendemain de cette journée historique, David Ben-Gourion dépêche Golda aux États-Unis pour collecter des fonds d'urgence auprès du judaïsme américain. Ben-Gourion confiera plus tard « Je pensais qu'elle reviendrait avec 5 millions de dollars, elle en a ramené 50 ». Ben-Gourion n'hésite pas alors à l'envoyer à Moscou pour y représenter le jeune État hébreu. On est en pleine dictature stalinienne et les Juifs en sont tout particulièrement victimes.
Golda y est attendue tel le Messie. En atteste la célèbre photo où on la voit devant la grande synagogue de Moscou, entourée d'une marée de juifs soviétiques venus exprimer leur solidarité avec l'État naissant et surtout leur espoir en des lendemains meilleurs. En 1949, Golda Meir devient ministre du Travail, un poste qu'elle occupera pendant 7 ans. Socialiste dans l'âme, elle met en place les fondements de la législation sociale en Israël. Elle affiche une intransigeance absolue lorsqu'il s'agit de la défense d'Israël, cautionnant les opérations de représailles lancées par les unités d'élite de Tsahal dans les années 50. 20 ans plus tard, elle restera fidèle à cette ligne, organisant l'élimination systématique de tous les auteurs de la prise d'otages lors des Jeux olympiques de Munich en 1972. En 1956, à la demande de Ben Gurion, Golda Meirson hébraïse son nom et devient officiellement Golda Meir. Elle poursuit son ascension politique et est nommée à la tête de la diplomatie israélienne. Elle restera ministre des Affaires étrangères jusqu'en 1966. On est alors en pleine guerre froide et en pleine décolonisation. Dans ces deux dossiers, elle impose Israël sur la scène internationale, initiant au passage une ambitieuse politique africaine. Mais affaiblie par la leucémie qui la ronge, Golda renonce en 1966 à son portefeuille de ministre qu'elle cède à Abba Eban. Elle conserve toutefois son siège de députée à la Knesset. Mais le hasard de la politique va lui offrir une nouvelle opportunité. En 1969, Lévi Eshkol, le Premier ministre de la guerre des 6 jours, décède subitement, laissant le Parti travailliste en pleine divisions internes. Elle apparaît alors rapidement comme la candidate du compromis. Golda devient la première femme Premier ministre de l'État d'Israël, la 3e au monde, montrant ainsi le caractère précurseur du jeune État. On la compare à Indira Gandhi, qui à cette époque dirige l'Inde d'une main de fer. D'emblée, Golda va surfer sur une vague de popularité exceptionnelle. Elle décide de reconduire le gouvernement d'union nationale formé à la veille de la guerre des 6 jours, avec en son sein des leaders tels que Menachem Begin, chef de l'opposition nationaliste. Sur la question palestinienne, elle se distingue par ses positions radicales. Lorsque j'ai fait mon alia, disait-elle, le peuple palestinien, ça n'existait pas. Elle ne croyait pas au principe de territoire contre la paix. Et durant son mandat, elle se refusera toujours au moindre compromis territorial avec les Palestiniens. Golda Meir était en fait persuadée que les Arabes ne voulaient pas réellement la paix, que leur seul objectif était la destruction de l'État d'Israël. Ainsi, alors que le secrétaire d'État américain William Rogers tentait de parvenir à un accord de paix entre Israël et l'Égypte, Golda avait déclaré sur un ton sarcastique « Comme beaucoup de gentlemen, Monsieur Rogers commet l'erreur de croire que le monde entier n'est fait que de gentlemen comme lui. » Mais les Israéliens admirent le franc-parler de Madame le Premier ministre, et d'année en année, sa cote de popularité ne cesse d'augmenter. À cela s'ajoute une très forte popularité aux États-Unis, tant dans l'opinion publique que dans la communauté juive. Pour beaucoup d'Israéliens, Golda Meir était loin d'être un canon de beauté, mais elle possédait un exceptionnel charisme qui séduisait de nombreux hommes, politiques en particulier. Son statut très spécial de première femme Premier ministre lui permet d'innover. C'est ainsi qu'elle tranchait de nombreux dossiers cruciaux dans sa propre cuisine, en servant à messieurs les ministres du gefilte fish et de la soupe au poulet. Sur le plan sécuritaire, le début des années 70 sera marqué par la guerre d'usure avec l'Égypte, le long du canal de Suez, mais aussi par la multiplication des attentats terroristes, comme le massacre de l'aéroport de Lod. Mais l'événement majeur de son mandat n'interviendra que sur le tard, très exactement le 6 octobre 1973. Le 25 septembre 1973, Golda Meir rencontre secrètement le roi Hussein de Jordanie. Le roi, petit-fils d'Abdallah que Golda avait rencontré avant la création de l'État d'Israël, la met en garde. La guerre, dit-il, est imminente. Mais Golda va balayer cet avertissement d'un revers de manche. Plus tard, elle reconnaîtra avoir été prisonnière de l'idée, alors très répandue, selon laquelle, après l'affront de 1967, les Arabes n'attaqueraient plus l'État d'Israël. Et d'ailleurs, elle ne se le pardonnera pas. Cette conception est tellement solide que même à la veille de la guerre, le 5 octobre, alors que les armées égyptiennes et syriennes sont prêtes à l'assaut, Golda ne donnera pas l'ordre de mobiliser les réservistes. Elle ne peut imaginer en effet que ses généraux, Moshe Dayan et David El-Hazar, puissent se tromper. Les premiers jours de la guerre seront dramatiques,
Mais une fois passée la stupeur, Tsahal reprend le contrôle de la situation. Surtout, le président américain Richard Nixon, empêtré au Vietnam, est bien résolu à ne pas se laisser piéger dans un nouvel affrontement Est-Ouest. Un pont aérien se met en place et approvisionne l'armée israélienne entièrement reconvertie depuis 1967 à l'armement américain. Mais la guerre fait près de 3000 victimes et laisse un traumatisme profond dans l'opinion israélienne qui reprend conscience alors de sa vulnérabilité. Golda est profondément affectée et bientôt critiquée. Les réservistes revenus du front lancent une vaste campagne de protestation contre l'impréparation de l'armée et la légèreté du gouvernement. La commission d'enquête à Granade fait endosser l'entière responsabilité des carences à Tsahal et à son chef, David El-Hazar. Celui-ci mourra peu après, brisé par le chagrin. Golda Meir, quant à elle, est bientôt contrainte à démissionner. Elle est remplacée par Yitzhak Rabin. Ce retrait de la vie politique est fatal à la Dame de Fer d'Israël. La maladie gagne du terrain. En novembre 1977, Golda Meir aura encore le temps de rencontrer à Jérusalem Anwar el-Sadat, venu signer une paix historique. À l'homme qui a trompé sa vigilance en 1973, elle va remettre un cadeau pour le petit-fils qu'il vient d'avoir. Le 8 décembre 1978, 5 ans presque jour pour jour après David Ben Gourion, Golda Meir s'éteint. Elle est inhumée lors de funérailles nationales dans le carré des grands de la nation sur le mont Herzl à Jérusalem. Golda, la grand-mère courage d'Israël, celle qui a consacré sa vie à son peuple et incarné comme Ben Gourion l'idéal sioniste et socialiste, peut enfin reposer en paix.